Voyage, apprentissage et intégration sont les compagnons de route des courageux qui changent de pays pour vivre dans une société nouvelle. Comment se sent-on en tant qu'immigré en France ? Quels sont les enjeux d'un tel changement de vie ? C'est un véritable épisode de tranche de vie que nous offre notre invité du jour. Aussi passionnant qu'émouvant, aujourd'hui, faut que t'écoutes Anton Doroshkov. Merci beaucoup Anton d'avoir accepté cette interview, ça me fait très plaisir. Je voudrais commencer par te demander dans quel milieu est-ce que tu as grandi, dans quel contexte ? Tu as grandi en Russie, tu as vécu en Russie, tu es né là-bas ? Suite, comme mon papa il était militaire, donc je déménageais beaucoup. J'habitais en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, en Crimée, Allemagne, France, Pologne, etc. On a pas mal voyagé. Parce que chaque fois, elle était censée, dès qu'elle soit en ordre, la famille qui va avec, quoi. D'accord, donc durant toute ton enfance, tu as déménagé ? Oui. Ah d'accord ! Donc première fois, changer l'école, c'était chaud. Deuxième fois, c'était moins chaud. Troisième fois, c'était genre normal. Je m'appelle Anton, c'est bon, je peux me poser là. Mais la première fois, quand on a un nouveau élève, tout le monde te regarde, tout le monde t'observe, tout le monde, t'es pas connu, on te connaît pas, comment tu es, etc. Et devant 30 personnes, quand sur la scène, tu sais qu'est-ce que c'est la scène, c'était gênant, quoi, en début. Mais après, à partir de troisième l'école, C'était devenu normal. Ouais. La première fois que tu as déménagé, tu avais quel âge du coup ? En gros, je suis né en Biélorussie, j'avais 2 ans, on est parti en Ukraine à cause de l'explosion de Tchernobyl. On est parti en Crimée, du Crimée on a monté à Saint-Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg on est redescendu en Crimée, et après, déménagement. Et après on s'est posé à Grodno en Biélorussie, donc ma maman qui a acheté la maison là-bas. Du coup, là-bas, on est resté quand même, on est arrivé en 97 et on est resté jusqu'à 2001. Et ma mère, elle est partie en Allemagne. Nous, à 3, on est resté à Grodno. Et après, ma mère, elle est venue, elle nous a récupérés, elle nous a ramenés en France, à Strasbourg. Parce que comme ça parlait un petit peu allemand, du coup, elle s'est dit, allez, Alsace, c'est cool. Comme elle ne parlait pas français. Oui. Il va se débrouiller un petit peu au sens de la langue. Comment tu faisais quand tu étais tout petit comme ça et que tu arrivais dans une nouvelle école pour te faire des nouveaux copains, pour t'intégrer ? Et particulièrement quand tu changeais de pays, est-ce qu'il n'y avait pas cette barrière de la langue ? Tu viens, tu casses le plus grand, le plus costaud. Et après, toute l'école, elle devient tes amis. Tu devenais le dur de l'école en fait, c'est ça ? La première fois que tu as changé de pays, où on ne parlait pas le russe, c'était en Allemagne. Je parle allemand, je parle polonais, je parle russe, je parle un petit peu français. Et toutes ces langues, tu les as apprises sur place ou tu les avais Sur déjà place. étudiées ? Sur place. J'avais pas de choix. Quand est-ce que tu viens dans un pays, moindre chose, c'est d'apprendre à parler, de comprendre les gens et d'essayer de s'exprimer. Donc oui, mon français n'est pas parfait, on est bien d'accord. Et j'imagine que c'était pareil pour ta mère à chaque fois que vous changiez de pays. Ma mère, comment on appelle ça ? Elle est polyglotte. C'est-à-dire elle parle anglais, elle parle allemand, italien, français, mais français soutenu, elle ne parle pas français courant comme moi. Elle a écrit un bouquin en français, donc la poésie, 1 page en français, 1 page en russe, et sur 300 pages, il y avait juste 2 fautes d'orthographe, et c'était accent aigu. Le, la, une, un. En russe, on n'a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas de masculin-féminin dans les petits pronoms ? Il y en a, mais chez nous, il n'y a pas en début un, une, ou le, la. Oui. Chez nous, c'est juste à la fin. Si c'est féminin, tu rajoutes un, ou ça dépend en fait des mots. Donc par exemple, pour moi, cette espèce de conflit dans mon cerveau, donc on dit comme table, le table, c'est féminin, masculin. C'est féminin. Stol, en moi, en russe, c'est masculin. Comment tu veux avec mon cerveau, donc qui fonctionne en russe, pour que je ne me trompe pas avec le et là. Parce que pour moi, le table, c'est masculin. C'est enregistré depuis mon enfance,
C'est mon langue maternelle. Mais d'ailleurs, j'y pense maintenant, les lettres en russe, la typographie est vraiment différente. Chez nous, il y a 33 lettres, en français, il y a quoi, 26? Et donc, t'as dû apprendre à écrire aussi? Bah oui. Et comment t'as fait? Tout à l'école? Ouais, à l'école. Enfin, j'étais à l'Essai international des Pontonniers, j'étais à Marie Curie, j'étais aussi à Oberlin. Enfin, j'en ai changé pareil, quoi. Maman à l'école, votre fils, il a frappé quelqu'un, machin, parce que quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule, parce que je parlais pas français. Et les gens, ils pensaient qu'ils peuvent dire les choses derrière, quoi. Enfin, ils disaient en visage, avec sourire, mais ils me disaient des conneries. Et moi, j'étais là, je sourissais, tranquille. Je pensais que le garçon rigolait avec moi, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il dit. Et après, j'avais un ami, en gros, il me faisait des dessins pour m'expliquer qu'est-ce que les gens ils disent. Et il m'a fait explication que cet mec, il m'a dit, il m'a insulté, il a insulté toute ma famille, il a insulté ma copine, avec sourire, dans le classe de chimie. Après, j'étais viré, tout court. T'as l'impression qu'en arrivant en France, tu as subi des discriminations et est-ce que tu as l'impression que tu en subis encore aujourd'hui? Ouais. Sérieux? Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était en 2003, j'ai commencé à travailler chez Vignon. Et j'ai vite fait évoluer au sein de la société, quoi. Enfin, en gros, j'ai devenu adjoint de directrice. Ouais. Ma directrice s'est fait virer, donc logiquement c'était moi qui devais prendre sa place parce que ça fait quand même 3 ans et demi que j'ai bossé là-dedans. J'étais convaincu à Paris, dans le siège. Il m'a dit clairement, vous êtes russe, vous n'allez jamais diriger. Je lui ai répondu, écoutez, je dirige déjà, je suis adjoint. Oui, mais jamais vous allez devenir directeur. Ok, alors je vais partir. Et donc t'as quitté la boîte? Ouais. Bah oui. Ah non, je vais pas travailler avec les gens qui me regardent. Raciste, finalement, c'est du racisme, quelque part. Donc, je vois pas pourquoi je dois me plaindre que quelqu'un qui me déteste m'en fout. Je l'ai mis juste hors de ma vie et c'est tout. Là, actuellement, t'as que la nationalité russe ou t'as aussi la nationalité française? J'ai la nationalité française. Et tu n'as plus du tout la nationalité russe? J'ai plus la nationalité biélorusse. D'accord. Parce que Biélorussie, ils interdisent, tu ne peux pas avoir les deux. Ah ok, je savais pas. En France, par exemple, tu peux avoir la nationalité des États-Unis, Ouais. tu peux avoir la nationalité russe et français. Les passeports. Biélorussie, c'est interdit. Soit tu es biélorusse, soit tu n'es pas. Donc pour avoir la nationalité française, j'ai dû m'énoncer à la nationalité biélorusse. D'accord. Mais j'ai quand même la nationalité ukrainienne, la nationalité des États-Unis et russe. Ok. Et français. Et française, du coup, ouais. Ça change rien. C'est juste un papier. Ça a été facile pour toi de l'avoir, ce papier? Ou t'as dû te battre? C'est plus ma mère qui s'est battue pour avoir pour moi, mon petit frère. Et comme je te disais, c'est que ma mère, c'est réfugiée politique, donc c'était pas facile au début. Mais après, dès que j'ai signé un contrat CDI, on m'a naturalisé. Vraiment, c'était très rapide. Mon petit frère, pareil, c'est le dernier qui a reçu la nationalité française, parce qu'il n'avait pas de contrat et les gens. Mais dès qu'il a signé avec Aubad, Sir, il a ramené en France deux beaux gosses magnifiques, deux faux jumeaux, Alexandre et Elena, mais voilà, avec ma belle-sœur. Et il a vu la nationalité grâce à ça, grâce à des enfants et contrat à Sir. D'après ce que je comprends, du coup, la première étape pour avoir une nationalité, c'est trouver un travail. Ça a été difficile pour toi de trouver un travail? Non. C'est vrai, t'as réussi tout de suite? Déjà, quand je suis venu, j'ai demandé est-ce que vous cherchez des stagiaires et compagnie. Ma directrice, elle me fait écoute, non, on cherche personne parce qu'on a déjà pris. Tu en prends, tu verras, tu vas pas regretter. Il fait écoute, tu sais quoi, tu as une semaine d'essai. Je te prends, mais tu as une semaine d'essai. Et si tu fais tes Si tu vas preuves? m'éprouver, je te garde. Je suis devenu adjoint. Et j'ai travaillé 3 ans et demi là-dedans. C'est super. Comme quoi? Est-ce que j'ai difficulté de trouver un travail? Non. Du travail, il y en a partout. Est-ce que tu veux faire ce travail? Ça, c'est une autre question. Pour ouvrir le salon Tatou, j'ai nettoyé des cages d'escalier, j'ai nettoyé des poubelles, j'ai travaillé dans une société de nettoyage, quoi. C'est vraiment je sais pas comment on dit ça, la poser. Donc, mais j'ai dû faire ça et pour moi n'importe quel travail c'est travail.
Quand est-ce que tu as un salon de tatou, tu fais pas que tatouage, tu fais comptabilité, tu fais aussi tout ce qui est administratif, gestion client, communication visuelle, marketing, etc. Toutes les normes hygiène, enfin plein de choses. Et je parle pas du ménage. Oui. Ménage, c'est en quotidien. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en fait, aujourd'hui, tu es à la tête de ta propre entreprise puisque c'est ton salon de coiffure. Pardon, ton salon de tatouage, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais par rapport à coiffure, oui, moi je coiffe ma nièce. C'est vrai? C'est moi qui lui fais les tresses. T'as appris à faire les tresses? Je le sais le faire. Ah. J'avais les cheveux qui pouvaient jusqu'à la côte, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que t'avais des cheveux longs, mais pourquoi t'as coupé tes cheveux au final? J'ai perdu au poker à mon papa. Ah, ne jamais jouer au poker avec son papa, du coup. Jamais joué du tout. Non, j'arrive à gagner ma vie. Et je ne vais pas me plaindre, je gagne bien ma vie. Mais le truc, c'est que j'essaie, par exemple, les jeux du grattage, toi tu le sais, j'essaie des lotos, mais je gagne jamais. Mais tout ce qui est travail, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche tout seul. Donc il est mieux de travailler que jouer. Mais tu te donnes vraiment les moyens. Je connais les gens qui jouent au poker, ils perdent leur famille, ils perdent leur copine, enfin, total. Juste parce que, voilà, ils pensent que la prochaine, elle va être pour moi. Mais il y en a combien avant? Alors que le travail, ça paye. Toi, tu as énormément travaillé pour en arriver ici. Et pourquoi je dois mettre cet argent dans une machine à sous? C'est pas logique. Mais les gens, ils le font. Tant pis pour eux. Enfin, jouez pas l'argent du tout. Faites pas pari ou je sais pas quoi. Sauf si vous êtes sûr de gagner. Aujourd'hui, t'es vraiment très bien intégré à notre société française, t'en as même la nationalité. Comment tu as fait pour t'intégrer au pays? Par le travail, du coup? T'es sûr que je suis intégré? T'as l'impression que t'es pas intégré? Je compte même pas, en fait. Ouais. Je ne pose pas cette question. Est-ce que je m'entends bien avec mes voisins? Oui. Est-ce que j'ai des amis à Stras? Oui. Est-ce que j'ai des connaissances et les gens qui viennent m'aider? Oui. Est-ce que je suis intégré? Je n'ai aucune idée. C'est juste, je suis comme je suis. Et je préfère d'être comme je suis, je ne vais jamais changer. Il y a des gens, tu sais, par exemple, voilà, tu es en couple, et juste parce que ça fait longtemps que tu es seul, donc, je vais dire, par exemple, un mec, il trouve une fille, il se met en couple. Le mec, il commence à abandonner ses amis, toutes ses connaissances, il s'éloigne. Il s'isole, ouais. Il s'isole avec elle, il vit dans son petit boucle. Les gens comme ça, je comprends pas. Pour moi, c'est simple. Je peux être avec une femme, je peux être avec des amis, ça, c'est intégré. La loyauté, pour toi, c'est important. D'ouf. Pour moi, si je sens ou je vois que la personne n'est pas honnête avec lui-même, comment tu peux respecter quelqu'un qui ne se respecte pas? Comment tu peux aimer si tu t'aimes pas? Les gens ne comprennent pas. C'est juste que j'aime me faire entourer par les gens honnêtes, par les gens vrais, par les gens sincères, par les gens qui s'aiment, qui se respectent. Parce que c'est ça qu'est-ce qui te pousse de travailler, de s'investir, etc. C'était entouré par les gens qui te disent tous les jours « Oh, on va tous mourir. Coronavirus. » Coronavirus. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, c'est quoi la différence entre optimiste et pessimiste? Moi, je vois vers pas à moitié vide, je le vois moitié rempli. Et ça, c'est un de mes principes, c'est mon troisième principe. Mon premier principe, il n'est pas jugé, il ne pas être jugé. Deuxième principe, sois avec les gens comme toi tu veux être pour qu'on soit avec toi. En parlant de personnalité, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des différences entre les Français et les Russes? Et les Allemands, pourquoi pas? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des différences de caractère? Différence de caractère, non, mais différence d'être, oui. Enfin, mentalité, elle est différente, c'est normal. Parce que voilà, la Russie c'est la Russie, l'Allemagne c'est l'Allemagne, la France c'est la France. Après, je dis à tout le monde, dans chaque nation, il y a du bien et il y a du mal.
c'est que des connards, il y en a partout. Donc, là, on revient à ce que j'avais dit avant. Je préfère de me faire entourer par les gens bien. Est-ce que c'est français, est-ce que c'est allemand, est-ce que c'est russe? Ça m'est égal. Est-ce que c'est arabe, est-ce que c'est algérien, marocain, ou je sais pas. Tant qu'il est bien avec moi, tant que je suis bien avec, on s'entend bien, j'accepte. Mais c'est quelqu'un qui essaye de me dire, face à ce quatrième principe, c'est celui-là qui croit que le au-dessus de moi, je vais les baisser, celui-là qui croit que le plus bas que moi, je vais les monter. Voilà l'exemple, voilà, enfin, je te l'ai raconté. Un pote à moi, dès qu'il a trouvé quelqu'un, il s'est senti un petit peu plus fort, il m'a abandonné, mais tout de suite. Dès qu'il était faible, il a compté sur moi tous les jours. J'ai perdu un ami, c'est triste, mais il est mieux de perdre tout de suite que regretter après. Oui. Voilà. Et en plus, c'est un Italien. Même pas ni français, ni allemand, ni russe. Italien. En fait, l'être humain reste un être humain, qu'il soit d'un pays ou d'un autre. Reste toi-même, c'est tout. N'essaie pas de changer les gens autour de toi. Parce que c'est pas la peine. On est comme on est. Donc, accepte les gens comme ils sont. Et les gens, ils vont t'accepter. Quand on a beaucoup voyagé comme toi, j'imagine qu'on a une perception du monde qui est vraiment différente des gens qui n'ont jamais bougé. En plus, toi, t'es dessinateur. Et pour moi, les gens qui dessinent ont une façon de regarder le monde avec plus de détails et voient la beauté là où d'autres ne la verraient pas. Est-ce que tu dessines depuis que t'es tout petit? J'ai commencé à 4 ans. T'as commencé derrière à 4 ans. canapé, sur le papier de pain, sur le mur. T'as l'impression qu'au fil des années et au fil de tes voyages, tes dessins ont évolué aussi? Non, non. C'est toujours C'est toi. juste, c'est ma main, c'est ma vision, c'est mes dessins. Je dessine un arbre qui est en Pologne, qui est en Russie, qui est aux États-Unis, ça sera un arbre. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je dessine qu'est-ce que je vois. C'est pour ça qu'on m'appelle réaliste. Au niveau tatou, je ne vais pas mentir, c'est que non, je ne suis pas encore hyper réaliste. J'arrive à faire les portraits, j'arrive à faire les choses bien. Mais je me cherche encore. Parce que j'ai vu les mecs qui font les portraits, enfin il y a un Français, il fait les portraits, mais un truc malade, quoi. C'est vraiment un réaliste. Lui, il a le droit de s'appeler réaliste. Il travaille dans ce domaine et ça se voit. Et c'est magnifique ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas encore son niveau, mais ça va pas tarder. C'est que je me suis mis un but, et pour moi c'est simple. Tu ne te mets pas des buts, tu viens nulle part. Faut fixer, faut visionner où tu veux vivre. Et c'est là que tu réussis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah, carrément, se fixer des objectifs et après trouver les moyens de les atteindre et travailler, en fait, finalement, c'est vraiment le mot d'ordre de tout. Mon but, c'était ouvrir le salon tatou. Et t'as réussi. On est posé dans mon salon tatou. Je vais ouvrir encore au mois 5 et je vais ouvrir l'école de tatouage aussi. C'est important pour toi alors, t'as beaucoup de d'apprentis. partager mon savoir-faire, mon savoir-être. C'est très important pour moi. Et même si t'as pas encore ouvert ton école, t'as déjà plein d'apprentis. Donc t'as déjà commencé à transmettre ton savoir en plus. J'essaye. Enfin, c'est même pas, comment dire, je transmets pas mon savoir dessin. Je ne peux pas leur rentrer dans la tête comment dessiner un portrait en aquarelle. Je sais pas, moi, faire de hyper-réalisme en aquarelle. Moi, je dessine que avec aquarelle. En gros, pour moi, c'est simple, c'est que si tu es bon, tu dois être bon en un seul truc. Si tu commences à te gaspiller partout, T'éparpiller. tu vas être un petit peu bon ici, un petit peu bon là, un petit peu bon là. Mais en global, tu es mauvais. Il est mieux de réussir dans une chose et d'être meilleur et d'être fier de ça. Mon neveu, je l'ai financé en fait. Il prend des photos, Alexandre. Il va être exposé dans la ville, mais il faut les payer. J'ai payé pour lui, je m'en fous, parce que pour moi c'est un investissement. Ça va le booster, mais de ouf. Et j'espère qu'ils vont ouvrir le confinement et on pourra aller voir, prendre la photo d'Alexandre à côté de son photo. De son œuvre. Voilà. Ce serait génial. Il a quel âge ton neveu? Il a 2 ans. Et il a déjà cette fibre artistique, déjà à 12 ans?
Tu penses que c'est de famille un peu? Tu penses qu'il y a quelque Je chose qui pense s'est que c'est transmis? génétique, oui. Ouais. Je pense que c'est ça, oui. Parce que mon cousin, il dessine, mon cousin qui est décédé, il dessinait aussi. Mes neveux, ils dessinent, tous les trois. Ma mère qui dessine des portraits en crayon aussi. Ah oui aussi? Et il est aussi designer vêtements. Donc je pense que c'est quand même, enfin, Oui. c'est dans les gènes. Une fibre artistique qui circule. Voilà. C'est comme toi dans le danse. Alors non, parce que moi dans ma famille, il n'y a pas d'artiste pour le coup. Et il est danseur. Pas de danseur, personne. Mais Ah, moi, bah, t'es unique, toi. ouais, moi Maintenant, c'est c'est... moi qui questionne, t'as vu. Qu'est-ce que tous ces voyages t'ont appris sur toi? Découvrir le monde, voir les gens différents et voir le monde aussi différemment. Parce que quand est-ce que tu es bloqué tout le temps dans une ville, qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Au moins 80%, ils sont bloqués sur un place. Toute leur vie, ils vivent sur un place. Et ils ne voient pas comment les gens ils vivent dans les autres pays, dans les autres villes, etc., etc., etc. Par exemple, aller à Canada, voir la neige, ou aller à Sahara, au Maroc, et voir le sable. C'est deux choses différentes. Aller en Australie, voir leur carte qui est inversée, parce qu'Australie il est au-dessus, et nous on est en bas. Bon, on met toujours le pays Tape. au milieu. Tape sur Google Search, tape la carte du monde australienne. Tu vas halluciner. C'est que les Australiens, ils sont au-dessus. T'es allé? J'étais en Australie, oui. J'étais à Cuba. Tu as passé du temps quand même, Un mois. du coup. Un mois à chaque fois? On a passé aussi Miami, donc c'est les États-Unis. Si C'est tu vraiment devais choisir magnifique. un endroit, ton endroit préféré? Biélorussie. C'est mon maison. C'est ta maison, c'est ton pays. Malheureusement, je le déteste. Comme je disais, dans chaque nation, il y a du bien et il y a du mal. Il y a des gens sympas et il y a des gens qui font n'importe quoi. C'est partout comme ça. C'est pas que la France, c'est pas que les États-Unis, c'est pas que la Russie, c'est pas que Biélorussie. Hein. Enfin, c'est partout la même chose. Les gens, ils sont partout les mêmes. De toute manière. Et coronavirus, c'est un petit ménage. Parce que c'est nous qui sommes en train de tuer notre terre. Ok, on va pas le tuer tout de suite. Moi, toi, on va mourir beaucoup avant. Mais à un moment donné, on va tout bouffer, toutes les ressources. On va enlever oxygène, azote. Et après, le soleil, il fera. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il va nettoyer. Donc c'est quoi le virus? C'est Corona? Non, c'est nous. C'est l'être humain. Parce qu'on consomme et on ne donne rien en retour. Et c'est dommage. Enfin, comme moi, je pense comme ça. Après, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ça peut arriver aussi. De toute façon, du moment qu'on prend quelque chose, il faut rendre autre chose d'une manière ou C'est ça. d'une autre. Donc, tu prends, mais tu donnes. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience, nous, à notre petite échelle, du mal qu'on fait à notre planète aussi. C'est ça. J'entends souvent des personnes qui me disent « Oh, mais moi, je serais mieux quand je vivrais dans tel ou tel pays. » Et tu vois, moi, c'est une piste de réflexion que j'ai du mal à concevoir et à comprendre. Parce que, de mon point de vue, le bonheur, il est intérieur. Et il ne se trouve pas dans un pays ou dans une ville. Mais toi, qui as beaucoup voyagé, quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? En Biélorussie, les gens ils sont très sympas. En France aussi. Mais comme dit, il y a toujours. La balance qui équilibre. Voilà. Moi, je sais d'être heureuse. Je suis, j'étais et je vais être. Mais je connais mon histoire. Je connais d'où ils viennent mes parents. C'est important pour toi de savoir d'où tu viens. Pour moi, personne ne doit oublier ses racines. T'es qui? Tu viens d'où? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qu'ils ont vécu tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont vécu les parents de tes parents? C'est avec quelle voix, après toi, tes enfants vont chanter? Avec le tien? Mais si tu leur donnes pas les racines, est-ce qu'ils vont chanter de toi? Non. Ils vont t'oublier. On va tout doucement clôturer cet enregistrement, mais avant cela, est-ce que toi, t'as envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Ah oui, soyez vous-même. Si quelqu'un essaie de vous changer, ne le faites pas.
Parce que si tu apprécies quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, si tu le changes, c'est plus la même personne. Et tu vas le détester. Et du coup, ça va tout casser. Donc restez vous-même. Il faut aller vers le but, visualiser qu'est-ce que vous voulez faire, s'investir et d'être, comment on appelle ça, comme les chiens. Fidèle. Et d'être fidèle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce morceau de ton histoire avec nous. Et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. La toute dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si les personnes qui t'écoutent ont envie de prolonger ce moment avec toi, faut qu'elles écoutent quoi comme musique? Moi, j'écoute de tout. T'écoutes de tout? Et si tu devais donner un seul titre que là maintenant on pourrait se mettre? Rammstein, Du hast. Merci beaucoup. Merci à toi.